la plus grosse qui génère le plus gros chiffre d'affaires, c'est vraiment ma compagnie de vente. Mais si on regarde à travers mes 3 compagnies, cette année, on a généré juste au-dessus là, de 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, encore là, c'est du chiffre d'affaires. C'est du top line, comme on appelle en anglais. 80% du volume de ce chiffre d'affaires-là est dans la partie de la vente directe. Le truc qui fait passer aussi une compagnie à un next level, c'est le fait du coup d'avoir des killers, des A players. Ouais. Tu sais, bien souvent, on néglige ça et on se dit que des B players, ça nous coûte moins cher, mais c'est une fausse économie en réalité. Tu les payes moins cher, mais ça, tu le payes en fait dans les résultats que tu as. Donc aujourd'hui, il vaut mieux investir, et c'est un investissement, investir dans des A players qui seront là sur du long terme et qui vont justement booster, doubler, tripler ton chiffre d'affaires plutôt que de vouloir faire des fausses économies à travers des B players. Donc le fondamental de l'influence et de la persuasion, c'est premièrement de comprendre avant d'être compris, mais c'est surtout de faire sentir les gens comme quoi qu'ils sont compris et que tu as le désir de les comprendre. Et suite à ça, tu vas voir qu'ils vont s'ouvrir et qu'ils vont descendre toute résistance de vente possible. Et là, c'est comme si c'était un canal, un accès privilégié à sa tête, à ses décisions, à qu'est-ce qu'il veut faire, parce que tu as pris le temps d'aller l'écouter puis d'être là pour lui puis de t'assurer que tu avais compris c'était quoi sa réalité, et ça crée une genre de relation puis quasiment une relation d'intimité avec la personne, tu sais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Scale Podcast. On est déjà au 5e épisode, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité très spécial qui nous vient de loin, qui nous vient, il vient tout droit du Québec. Comment tu vas, Charles? Ça va super, toi? Ouais, au top, au top, au top, au top. Alors Charles, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est vrai que nous on s'est rencontrés peut-être, toi c'était peut-être pas tes débuts, tu me diras, mais en tout cas moi je sais que c'était les premiers pas que je faisais dans l'entrepreneuriat. Pour remettre un petit peu le contexte, on a pu à l'époque se rencontrer, se côtoyer même à travers le marketing de réseau, à l'époque 2019-2020, ces époques-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais, Charles? Il y en a eu du chemin parcouru, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qui est Charles Sirène? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, mais oui, c'était une bonne période de nos vies. Le marketing des réseaux, je pense que ça a des positifs, ça a des négatifs aussi. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que tu bouges, mais c'était une belle période de nos vies, effectivement. Puis on s'est rencontrés là-dedans. Je pense que les deux, chacun de notre côté, on a eu du succès un petit peu là-dedans. Moi, effectivement, je viens du Québec, donc vous allez entendre l'accent. Je vais quand même essayer de pas trop aller dans les extrêmes. On va essayer de garder notre petite aire française. Mais J'adore l'accent Québec. moi, le réseau, c'était super positif. Effectivement, j'avais eu des compagnies avant. J'ai commencé dans le réseau à cause du COVID, en fait. Donc, Mhm. ça a été une belle période. On a pu bâtir des équipes, etc. Puis c'est ça, suite à ça, j'ai touché plusieurs activités. J'ai eu plusieurs business dans ma vie, en fait, dans plein d'industries, autant en ligne que dans le monde physique, des business un petit peu plus pignon sur rue qu'on appelle, dans des domaines un petit peu plus manuels ici au Québec. Donc, ça a été un gros parcours. Puis aujourd'hui, ben, j'ai une compagnie qui est spécialisée dans la vente directe, en fait. Donc, on est une agence, une force de vente, un peu comme une agence de marketing qui est très connue, qui a énormément de nos jours. Par contre, nous, c'est au niveau des ventes. Donc, on vient accompagner des business physiques, donc qui vont rencontrer leurs clients en personne, humain à humain. Puis nous, en fait, on a une équipe d'au-dessus de 20-25 vendeurs qui vient faire et générer des ventes sur les leads de ces clients-là. Donc, en fait, on est surtout là pour les compagnies qui ont un bon nom, qui ont une bonne réputation, qui ont euh, déjà des leads, mais que leur faiblesse, c'est vraiment le département des ventes, puis on vient s'occuper de ça pour eux. Donc, c'est ce que je suis spécialisé là-dedans maintenant. Ok, ok, ça marche. Super, très très intéressant. On va pouvoir rentrer dans le détail. Cette activité, tu l'as fait depuis combien de temps? Tu parlais que tu avais déjà des business avant le Covid. Ça a été quoi déjà ton premier business? Ça fait combien de temps que tu as commencé l'entrepreneuriat de ton côté? Mon premier business, donc moi, je viens d'une petite région qui s'appelle Trois-Rivières au Québec. Puis, je suis né là. Tu sais, il faut comprendre, c'est une petite ville. Les gens, ils ont pas beaucoup de. Tu sais, le succès là-bas, c'est vraiment tabou, comme on pourrait dire. Puis, moi, l'école, c'était pas fait pour moi. J'ai arrêté ça tôt. Puis,
comme on peut dire, quand on lâche l'école, ben, il faut y aller un petit peu freestyle, hein. Donc, je suis allé avec ce que j'avais sous la main. Donc, la première compagnie que j'ai démarrée, c'était dans les services résidentiels. Donc, une compagnie d'entretien, une compagnie de nettoyage dans le résidentiel. Puis, c'est ça, on cognait des portes dans ce temps-là. Donc, tu sais, j'avais 18 ans. Donc, pour moi, le marketing, c'était pas connu. Je savais pas comment ça fonctionnait. Donc, je suis allé avec le concret que j'avais puis que j'ai vu devant moi, c'est-à-dire aller dans les rues, cogner des portes pour trouver des clients. Puis, c'était ça mon premier business à 18 ans. Puis ensuite de ça, ça a évolué. J'ai découvert la vente. Puis, c'est ça, c'est un petit peu ça avec ce que j'ai commencé. Ok, ok, je vois. Les fameux cogneurs de porte. Ouais. Euh, tu me disais du coup que donc c'est ce business que tu as arrêté du coup époque Covid du coup donc qui t'a fait arrêter ce c'est le Covid qui t'a fait arrêter cette première activité du coup c'est ça? Non, en fait, si je fais une timeline en fait rapide, là, donc ma première compagnie, c'était dans le nettoyage de vitres. Suite à ça, un de mes clients de nettoyage est devenu un de mes mentors. Donc, je suis déménagé à Montréal, qui est une ville un petit peu plus connue au Québec, où il y a plus d'action. Puis c'est vraiment là que mon parcours entrepreneurial a explosé parce qu'il y a une compagnie de lavage puis de nettoyage. Tu fais pas de profit, là. C'est vraiment pour le plaisir, je dirais quasiment. Donc, quand je suis arrivé à Montréal, c'est devenu plus sérieux. Je me suis fait des mentors, j'ai eu beaucoup de contacts que je me suis fait aussi. Puis suite à ça, j'ai eu une compagnie dans les terminaux de paiement, donc les machines Interact que tu payes avec ta carte débit crédit. Donc, j'ai vendu ça pendant un moment. Suite à ça, j'ai eu une compagnie dans l'événementiel. Donc, on était dans les festivals ici, la musique électronique au Québec. Ensuite de ça, j'ai eu une compagnie dans les médias et le marketing. Ensuite de ça, ben là, c'est là que le réseau est arrivé à cause du COVID. Mhm. Puis après le réseau, j'ai eu une compagnie de déménagement. Donc, du déménagement, on avait des camions, on avait des déménageurs. Donc, c'était une toute autre affaire. C'était une opportunité qu'il y avait. Puis, suite à ça, je me suis ramassé, là, je suis retourné me spécialiser dans ce que j'aimais le plus, puis que j'étais le meilleur, c'est-à-dire bâtir des équipes de vente, puis la vente. Donc, Ok, 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 ça marche. Donc si je comprends bien aujourd'hui, du coup, tu es focalisé sur deux business. Le fait d'implémenter justement des équipes de vente chez des business physiques et donc du coup, si je dis pas de bêtises, Winners Vault, donc du coup ton ouais, entreprise de marketing digital où tu fais des concours ouais. sur les réseaux, etc. Ben, c'est ça. Winners Vault, en fait, c'est un média qui est le concept un petit peu, tu sais, en France, ça a commencé aux États-Unis, c'est arrivé en France, ces trucs-là, puis nous, ici au Québec, ça n'avait jamais été fait. Donc, le Québec, on est tout le temps 5 ans en retard sur les États-Unis, donc je suppose peut-être 3 ans en retard sur vous. Donc, des fois, c'est le fun de voir des concepts qui fonctionnent bien dans d'autres pays, puis qui sont à succès, puis de venir les répliquer ici. Euh, dans ce cas-là, c'est pas tout le temps simple, mais oui, Winners Vault, c'est un média où on organise des grosses campagnes publicitaires avec des concours puis qu'on va générer des abonnés, puis de l'attention sur la page de nos commanditaires. Donc, ça Ok, aussi, c'est une autre activité que j'ai eue, mais c'est une activité que tu génères pas vraiment de gros profits, tu sais. ok, ok, ok. Donc ton Ouais, activité principale, ouais, du coup, c'est vraiment du coup tout ce qui touche à la vente, là, les pôles que tu implémentes chez tes clients. effectivement. Euh, je te rassure là-dessus, Charles. Nous aussi, on a 5 ans de retard en France. Sur les Ouais. États-Unis, c'est pareil. Mais c'est C'est un pas encore qu'on est avantage. en C'est un avance. Oui, avantage. c'est vrai. Faut le voir comme un avantage. C'est vrai. On réplique ce qui fonctionne 100%. là-bas, puis faut juste être le premier ici, puis chez vous. Carrément, carrément, carrément. Nous, je sais qu'on aime bien des fois parler chiffres. Je sais pas toi si tu en parles. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager peut-être quelques chiffres que tu arrives à faire avec ton entreprise aujourd'hui de ce côté-là? 100%, ben oui, ben c'est sûr, comme j'ai dit, moi j'ai un portfolio de compagnies aujourd'hui, donc j'ai une autre compagnie aussi qui est dans les services résidentiels où ce qu'on a un notaire vécu, etc. Donc ça, c'est ma troisième entité. Mais comme on s'est dit, la plus grosse qui génère le plus gros chiffre d'affaires, c'est vraiment ma compagnie de vente. Mais si on regarde à travers mes trois compagnies, cette année, on a généré juste au-dessus là, de 4 millions de chiffre d'affaires. Donc, Ok, encore là, c'est du chiffre d'affaires. C'est du top line, comme on appelle en anglais. Mais c'est ce qu'on a été capable de faire. Là. Puis 80% du volume de ce chiffre d'affaires-là est dans la partie de la vente directe. ok, 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 ça marche. Eh ben écoute, Ouais. félicitations, c'est inspirant. C'est inspirant. 4 millions de chiffre d'affaires, c'est pas rien C'est non plus.
C'est Donc, pas facile, mais on est content. on travaille pour ça, c'est ça. Ok, ça marche. Je sais que toi, pour t'avoir vu du coup aux manettes, tu es vraiment un killer dans la vente. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, toi, tes méthodologies? Comment est-ce que déjà tu structures déjà une sales teams et après, comment tu la manages? Ouais. Puis c'est ça le secret. C'est une excellente question, hein, parce que il y a beaucoup de gens. Nous, ce qui est le fun, on s'est spécialisé. La majorité de nos clients, en fait, c'est vraiment leur faiblesse, la partie des ventes. Donc, quand on arrive dans leur compagnie, ce qui est le fun, c'est que rapidement, que ce soit, donc, nous, on a deux offres, en fait. Donc, on en a une que c'est done for you, en anglais, Mhm. et on en a une que c'est done with you. Donc, la done for you, c'est on prend nos vendeurs, on vient les placer chez vous, on les intègre et on vend littéralement pour toi. Et le done with you, c'est un petit peu plus de la consultation. Donc, quand on rentre dans une compagnie, ce qui est le fun ou ce que le département des ventes est la faiblesse, ben, rapidement, avec deux, trois choses clés dans la culture, dans la gestion, dans le leadership, on est capable des fois d'aller tripler la production de cette équipe de vente-là. Donc, toute la production d'une équipe de vente est tout le temps, euh, au niveau du leadership, puis de la gestion, puis de la structure. C'est très rarement au niveau des players qu'on appelle donc des joueurs. Tu peux prendre un joueur qui est un moyennement performant, pas très bon, pas les meilleurs skills, mais si tu lui mets un bon manager et un bon leader, ben tu vas être capable d'aller extraire, des fois j'essaie de pas trop parler en anglais, tu vas être capable d'aller extraire un maximum de cette personne-là. Donc c'est pour ça, il y a une phrase en anglais qui dit Everything rises and falls on leadership. Donc ça veut dire que si ton équipe de vente est extrêmement performante ou si c'est la catastrophe puis tu n'as pas de résultat, c'est tout le temps en raison du leadership et de la personne qui tire les équipes vers le haut. Là, Carrément, carrément, je te rejoins à 100% là-dessus. Qu'est-ce qui fait du coup un bon leader aujourd'hui, du coup, Charles? Euh, c'est quoi? C'est les 5 ou 7 piliers du leadership? Je sais plus, de Maxi Powell. Merde, j'ai perdu le nom. John Maxwell. John Maxwell, exactement. Je les ai Ouais, perdus, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. Mais, c'est vrai. Hein? mais quels sont les Ben, piliers du leadership? Ouais. ben, selon moi, un bon leader, c'est quelqu'un, bien évidemment, on le sait, qui va montrer l'exemple. Un bon leader va montrer l'exemple. Puis des fois, c'est pas tout le temps de faire les choses pour les gens, mais c'est d'être capable de leur montrer. Donc, la première attribut d'un leader, c'est d'être un excellent joueur. OK? Donc, c'est d'être capable de dire si je vais faire le travail à ta place, moi, je serais capable de le faire. Donc, je ne dépends pas de toi. Right? Si je dépends de toi, je ne peux pas être un excellent leader. Donc, parce que ce n'est pas une relation qui est saine. Donc, ça doit être quelqu'un qui les a, là, ces attributs-là, puis ces talents-là pour être capable de faire le travail si jamais il n'y aurait plus personne. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Le leader, c'est lui qui met le pied devant en premier. Le leader, c'est celui que même si plus personne serait là autour de lui dans son équipe ou dans son business, il serait capable de le faire seul. Puis c'est la personne qui va prendre la décision, qui va foncer même si personne ne le suit. Et c'est à cause de cet attribut-là que tout le monde va être intéressé à le suivre. Troisièmement, je pense qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui est empathique. Donc, l'empathie, c'est vraiment important parce que il faut que tu sois capable de vraiment care et prendre soin des personnes dans ton équipe et de vouloir le meilleur pour eux. Si tu es une personne qui se demande tout le temps comment tu peux faire plus d'argent à ton équipe, les rendre plus heureux, les rendre plus performants, tu vas jamais manquer de revenus dans ta compagnie parce que tu vas tout le temps mettre eux en priorité puis tu vas les faire gagner. Puis si tu les fais gagner, inévitablement, ils vont te faire gagner toi puis ton business. Donc ça, c'est une autre chose qui est super important au niveau du leadership. Puis ensuite de ça, c'est très large, mais je te dirais, c'en est trois qui sont vraiment, vraiment importantes là, pour être capable de bien lead une équipe. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Bah, c'est vrai qu'on a toujours cette image je sais pas si tu l'as, mais comment dire, des personnes qui tirent une pierre et où tu as le leader justement qui vient tirer la pierre avec les gens et l'autre qui vient justement fouetter et attendre que ça se passe. C'est la différence entre un leader et un dictateur, entre guillemets, entre un simple géant d'entreprise et puis un vrai leader. Donc ouais, aller sur le terrain de bataille,
Et puis tout simplement work avec les équipes, quoi. Oui. 100%, Puis 100%. je pense qu'un leader aussi, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher une énergie dans lui-même, peu importe quelles que soient les circonstances. Donc, la différence entre un follower et un leader, puis la différence entre un leader et un bon leader, un excellent leader, je pense que c'est vraiment d'être capable d'aller rechercher cette énergie-là. Puis c'est d'arriver, par exemple, dans les bureaux avec ton équipe, puis d'être le catalyste pour le momentum. D'être la personne qui arrive avec l'énergie, puis quand il est dans le bureau, ou quand il est dans l'appel, ou quand il est dans le groupe, l'énergie monte, la productivité monte, puis l'excitation monte. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'amener ce genre d'énergie-là, puis qui est capable d'aller la ressortir dans lui-même, puis qui ne va pas entendre d'autres personnes ou des circonstances extérieures pour aller dans l'action, puis aller faire en sorte que les choses se passent. Ouais, complètement, je te rejoins à 100% là-dessus, complètement. Toujours dans la même direction, aujourd'hui, comment, selon toi, parce que je pense que c'est des choses qui sont quand même étroitement liées, la vente, le leadership, et justement bâtir une vraie culture d'entreprise. C'est vrai que quand tu commences à avoir des collaborateurs, une organisation avec plusieurs personnes à manager, il faut justement définir et avoir une culture d'entreprise pour passer au niveau supérieur. Euh, Selon toi, comment on bâtit ça justement, cet ADN dans ton entreprise, quoi? Ouais. La culture, c'est le secret. Tu sais, ce qui est à la mode beaucoup en ce moment avec les entrepreneurs, c'est de se dire, on veut travailler sur le business, pas dans le business, tu sais, les systèmes, les processus. Donc ça, c'est quelque chose qui est énormément parlé. Puis c'est vrai, je suis d'accord. Personnellement, moi, les processus puis les systèmes, je trouve qu'ils sont très capitales au niveau plus de l'opération. Quand tu regardes vraiment dans une équipe de vente, le secret, tu l'as dit le mot tantôt, c'est la culture. C'est ta culture d'équipe qui va faire en sorte que l'énergie va tout le temps continuer, que les gens vont toujours être motivés, puis qu'il va avoir de la performance. Puis comment tu fais en sorte que tu as une bonne culture d'équipe? Ben, moi, comme je dis tout le temps, le meilleur sales leader ou le meilleur sales manager, c'est la personne qui va tolérer le moins. OK? Donc, la personne qui tolère le moins dans son équipe de vente est la personne qui va faire en sorte que la productivité de chacun va être plus haut. Donc, c'est-à-dire que le leader, son vrai travail, en fait, c'est de mettre la barre. Donc, c'est set the standard that we say in English. Donc, c'est de mettre le standard pour toutes ces équipes de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, où est-ce qu'on s'en va, puis tout simplement de tenir les gens imputables, donc de hold people accountable sur ce standard-là. Puis je pense que c'est ça le secret numéro un. Dans une culture d'équipe, tu vas avoir des gens qui s'entraînent, donc qui prennent soin de leur santé. Ça, c'est quelque chose que nous, on a dans notre culture d'équipe de vente, qui est un secret. Donc, aussitôt qu'on a un nouveau vendeur qui rentre, la première chose qu'on lui dit, c'est, écoute, ici, nous, on s'entraîne. Ici, nous, on mange bien. Ici, nous, on prend soin de soi. Donc, la personne, quand elle rentre, elle voit ça, puis elle se dit, OK, j'ai pas le choix de, d'aller chercher ce standard-là pour moi-même aussi. Parce que je suis dans un groupe où que si je vais pas chercher ce standard-là, je serai comme pas accepté et je vais pas fit. Donc ça, c'est une chose qui est super importante. Par exemple, nous, le matin, dans nos groupes, je veux dire, tous les vendeurs envoient des photos qui sont au gym ou qui sont en train de Mhm. lire un livre de développement personnel. Donc, ça fait en sorte que si tu es un nouveau, puis que tu ouvres le groupe, il y a 20 personnes qui mettent sa lecture du matin, qui met des photos de lui à la salle, au gym, et toi, tu n'as rien fait, ben, automatiquement, tu vois, ça te force à monter tes standards. Et ce standard-là est vraiment mis en place par le leader et la culture des ventes. Donc, ça, c'est une des cultures qu'on a. Ensuite de ça, c'est d'instaurer des valeurs aussi dans son équipe de vente. Donc, euh, ce que les directeurs de vente vont faire comme erreur beaucoup, c'est de donner des promotions et de donner de la reconnaissance à des vendeurs selon leur performance. Okay? Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un vendeur qui va rentrer dans une business et il va avoir les meilleurs chiffres, il va ramener plein d'argent et là, il va être mis sur un piédestal, cette personne-là. OK? Par contre, souvent, les meilleurs vendeurs, ça ne veut pas dire que c'est ceux qui ont les meilleures valeurs et qui n'ont pas l'excellence.
Donc, des fois, ils vont être des meilleurs vendeurs, mais ils vont manquer de respect. Ils vont pas faire ce qu'il faut dans le CRM. Pour ceux qui savent c'est quoi un CRM. Puis, ils vont pas représenter les valeurs de la compagnie. Puis, si on fait tout le temps juste donner de la reconnaissance sur la performance puis les chiffres, ce qui se passe, c'est que notre équipe de vente est vraiment dépendante du talent humain. Donc, si on a des gens qui sont talentueux, on va faire des ventes. Puis si les personnes talentueuses s'en vont, ben on n'a plus de compagnie, on n'a plus de business, on n'a plus d'équipe. Parce que on a mis sur un piédestal, au lieu de mettre sur un piédestal des actions, des valeurs, des manières d'être, ben on a mis sur un piédestal des performances puis des chiffres. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait personnellement aussi, c'est qu'on va donner des promotions, de la reconnaissance, puis des cadeaux et des bonus aux personnes qui respectent les valeurs de la compagnie. Parce qu'on sait très bien que si on priorise les valeurs et que tout le monde suit les valeurs, la performance va venir et c'est une question de temps. Ouais, complètement. Donc, il y a tout le temps ce concept de performance et d'excellence. Donc, une équipe de vente qui priorise trop la performance, ça va faire en sorte qu'il va tout le temps avoir des hauts et des bas. Ça va être compliqué. Tandis qu'une équipe de vente qui priorise l'excellence, donc que tout le monde fasse ce qu'ils ont à faire à chaque jour, qui mettent les bonnes actions, qui aiment les bonnes valeurs, qui représentent en fait le code de conduite de la compagnie, puis qui font les actions à chaque jour, ben en mettant ça de l'avant, puis en donnant de la reconnaissance aux gens pour ça, toujours la performance va suivre et la performance va être stable aussi. Donc, c'est ça le secret, selon moi, d'une bonne culture d'équipe. Complètement. Franchement, tu as balancé vraiment des bangers très très intéressants. Très très bon point de vue et je pense que c'est essentiel effectivement. C'est vrai que la culture aussi, au bout d'un moment, si je devais peut-être rajouter une chose, c'est ce qui te permet aussi aux équipes notamment d'être autonomes dans une entreprise. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans des... Bon, après, c'est pas le notre cas, hein, mais par exemple, dans des grandes entreprises où il y a beaucoup d'humains, etc. Je prends l'exemple au hasard, par exemple, je sais pas, je dis ça parce que j'en ai mangé un tout à l'heure. McDo, je sais que c'est pas très bon, Ouais. mais, euh, mais tout ça pour dire que, par exemple, ils ont, je pense, un des éléments dans leur culture d'entreprise qui est la satisfaction client, etc. Donc, qui veut dire satisfaction client, qui veut dire créer des habitudes où, par exemple, s'il y a un manager qui n'est pas là, un client n'est pas satisfait ou n'a pas sa commande, ils vont lui redonner quelque chose pour que le client reparte satisfait. Ça, c'est un Ouais. critère d'une culture d'entreprise et c'est ce qui permet que s'il manque une personne, un manager, bref, peu importe, une personne qui doit prendre des décisions n'est pas là, eh bien, tu n'es pas obligé de remonter tout le temps à la chaîne de commandement sans passer à l'action. Et donc, du coup, te retrouver quelque part bloqué parce que tu n'as pas la réponse à une question. Alors que quand tu as fixé une culture d'entreprise, eh bien, tu peux rendre aussi tes équipes autonomes en fonction des cultures, des valeurs que tu auras vraiment posées sur ton entreprise, quoi. 100%. Mm, mm. 100%. Donc, ok, bah écoute, c'est super intéressant en tout cas ce que tu as pu partager, Charles, par rapport à tout ça. Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur la vente. Toi, aujourd'hui, tu manages beaucoup, beaucoup du coup de pôles de vente. Comment, toi, à titre personnel, en tant que chef d'entreprise, du coup, tu gères tes équipes? Du coup, je suppose que tu implémentes des aides, en fait, des chefs donc des managers, en fait, dans chaque business. Comment ça se Ouais. passe, toi, en day-to-day, de ton point de vue aujourd'hui? C'est quoi une journée dans la journée de Charles, en fait? Excellente question, excellente question. Ben écoute, c'est sûr que quand j'ai commencé, donc j'ai vraiment, c'est un très bon point que tu apportes, c'est que la structure dans une équipe de vente est capitale. Donc, si tu veux être capable de scaler, donc grossir une équipe de vente, un peu comme le principe de ton podcast, c'est qu'il faut que tu aies une structure en place. Tu peux pas avoir plein de vendeurs qui se promènent, etc. Donc, tu dois avoir une chaîne de commande qu'on appelle. Donc, c'est la chain of command. Et tu dois mettre ça en place pour être sûr que tout fonctionne bien. Donc, moi, quand j'ai commencé cette compagnie-là au début, ben, je les ai faites les ventes personnellement. J'étais le vendeur, j'allais sur les rendez-vous, je faisais les ventes. Donc, j'ai vraiment passé toutes les étapes. Puis suite à ça, ça m'a vraiment permis de mettre en place une structure où ce que lorsqu'on a un nouveau qui commence avec nous,
il y a un chemin qui est tracé pour lui qui est vraiment clair. Il sait où ce qu'il peut se rendre, il sait comment se rendre, puis ça, c'est vraiment important. Je pense que de base, un vendeur dans une entreprise, c'est vraiment le département dans lequel les employés vont avoir le plus d'ambition. Donc, c'est des gens qui veulent faire plus de revenus, c'est des gens qui ont de la drive, comme on dit en anglais. Donc, c'est important de leur peindre un chemin qui est clair et qu'il y a des chiffres dessus, donc que ce ne soit pas au feeling. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui vont avoir des vendeurs et les vendeurs vont travailler à chaque jour, puis ils ne savent pas c'est quand la prochaine étape pour eux. Ils ne savent même pas s'il y a une prochaine étape. Ils ne savent pas s'ils peuvent devenir leader, manager, directeur. Et s'il y a des prochaines étapes, il n'y a rien de clair pour eux. Donc, un target, un objectif qu'ils peuvent aller chercher et qui savent à coup sûr que s'ils vont chercher ça, ils vont avoir leur promotion. Donc, ça, c'est vraiment capital parce que sinon, tu te ramasses avec un département des ventes où ce que euh, les vendeurs, pour aller chercher la prochaine étape, c'est selon le feeling du propriétaire ou du directeur. Puis à ce moment-là, c'est que tu vas te rendre compte que tu as des vendeurs qui sont moins motivés. Tandis que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment venu créer une structure où ce que quand le nouveau il rentre, ben, au début, c'est un appointment setter, donc c'est un setter. Je pense que c'est ça que vous dites en France aussi. Ouais, c'était ouais, Donc, effectivement. donc, on lui dit, tu peux devenir vendeur puis faire des très belles commissions puis avoir extrêmement de revenus. Mais on lui dit au début, tu vas devoir être un setter. Donc, c'est des gens qui vont faire les appels, qui vont faire les calls et qui vont setter les rendez-vous pour nos vendeurs. Et là, on lui dit, écoute, si tu n'es pas capable de suivre les valeurs, de rentrer dans la culture, de mettre des actions, d'avoir des bons résultats comme setter, ça vaut pas la peine pour nous d'aller investir dans toi pour que tu deviennes closer, qui est vendeur en fait. Donc, on leur peint ça, puis on leur dit, comme setter, si tu atteins tant de chiffres pendant tant de semaines, puis que tu respectes les valeurs et la culture, à ce moment-là, tu pourras devenir vendeur. Donc, ensuite, ils peuvent devenir vendeurs. Ensuite, ils peuvent aller se bâtir une petite équipe. Ensuite de ça, ils peuvent devenir team leader et ils peuvent devenir directeur. Donc, selon moi, une structure puis une hiérarchie d'équipe de vente qui fonctionne bien, c'est d'avoir des vendeurs, débutants élites, c'est d'avoir des leaders, mais on a aussi besoin de gestionnaires. Donc, un leader des ventes et un manager des ventes, c'est zéro la même chose. Puis je pense que pour avoir une équipe de vente performante, il te faut les deux. Donc, il faut que les deux travaillent conjointement. Le leader, comme on disait tantôt, va amener l'énergie, il va être là à son équipe, il va transmettre les connaissances, il va pousser les gens, il va montrer l'exemple, il va les tirer vers l'avant ou il va les tirer vers le haut. Tandis que le manager, c'est quelqu'un qui ne doit pas faire ça. Donc, un manager qui va aller faire des ventes du jour au lendemain ou va aller faire le travail pour ses équipes est un mauvais manager. Un manager, c'est quelqu'un qui tient les gens imputables, qui va focuser sur les chiffres. Donc, ce qui se mesure progresse. Donc, en Exactement. vente, il faut que tu aies les chiffres, il faut que tu aies le data. Donc, le manager, lui, va s'assurer d'avoir tout ce data-là, puis d'aller voir exactement sont où les problèmes, puis où il pourrait améliorer les choses, puis il va travailler conjointement avec son leader pour que le leader ait intégré et transmette ça à son équipe. Donc, la fameuse hiérarchie de vendeur, leader, manager, selon moi, c'est ce qui fait une équipe gagnante. Là, Carrément, carrément. Si on doit, par exemple, définir même en termes de manière concrète, au bout de combien de vendeurs tu mets un leader, au bout de combien de leaders tu mets un manager, enfin, pour une seule Sims, du coup, pour toi, tu la gères avec combien d'humains, de personnes en opérationnel euh, quels sont les paliers selon toi ben, pour quelqu'un là, qui va commencer et qui va avoir une équipe de vente, tu sais, au début, tu fais tes ventes, puis là, tu vas commencer à recruter tes premières personnes, donc tu vas leur transmettre des connaissances. Puis, je pense qu'éventuellement, par exemple, il y a un vendeur qui va aller chercher des chiffres qui font en sorte que tu le sais que cette personne-là est un bon vendeur. Ben là, c'est que tu peux commencer à l'introduire au leadership. Il faut que tu y ailles tranquillement. Parce qu'il faut comprendre que souvent, les meilleurs vendeurs vont pas nécessairement être les meilleurs leaders. Donc, moi, j'ai très, très, très souvent vu ça. Les gars qui battaient des records, qui faisaient des ventes à n'en plus finir,
qui avaient des revenus, là, tu sais, je te parle des dizaines de milliers de dollars par mois que ces gars-là étaient payés dans notre entreprise, quand ils ont transféré vers un rôle de leader, souvent c'est catastrophique. Ah oui. Donc, parce que ce qui fait un bon vendeur va pas faire un bon leader. Tandis que le meilleur leader que j'ai eu dans ma compagnie, qui a recruté, formé et bâti une équipe de vente juste à lui seul là, de 10-15 personnes, puis que son équipe de vente a généré des centaines de milliers de dollars, même au-dessus d'1 million de chiffre d'affaires, ben ce gars-là n'était pas nécessairement le meilleur vendeur. Donc, il était quand même bon, il avait du talent, il était capable de faire les choses pour être capable de le transmettre. Mais c'est surtout quelqu'un qui avait les attributs de quelqu'un qui pouvait être un bon leader. Donc, souvent, c'est de juste faire attention de si tu as un leader qui commence puis qui n'a pas vraiment ces attributs-là, c'est de prendre le temps d'aller lui transmettre puis de vraiment pas garder en tête que c'est pas parce que le gars a les meilleurs chiffres puis qu'il fait plein d'argent puis qu'il a la meilleure performance comme vendeur qu'il va être un bon leader. Et il faut faire attention parce que c'est vraiment des talents et des skills qui sont différents. Donc, si tu prends ce gars-là et tu lui mets une trop grosse équipe trop vite, il va, ça va être la catastrophe. Il va éteindre ton business juste avec ça. Tandis que tu peux avoir un gars qui est un petit peu un moins vendeur, mais qui est là pour ses équipes, qui est bon avec les gens, qui est un bon professeur, qui est un bon parleur. Puis lui, il va avoir beaucoup plus de facilité à avoir le leadership. Donc, au début, c'est de lui dire forme une à deux à trois personnes. Puis selon le résultat de ces personnes-là, puis comment ça fonctionne, là, tu peux lui dire, OK, je vais te faire plus confiance, puis je vais aller te chercher d'autres gens. Là, et c'est de leur donner la place aussi pour aller recruter des gens eux-mêmes, puis aller bâtir une équipe eux-mêmes, ce qui fait en sorte que souvent, ils vont se sentir plus impliqués, puis de les rémunérer pour ça. Donc, d'avoir un plan de compensation, un peu comme du monde dans lequel on vient. C'est d'avoir un plan de compensation aussi pour aller chercher des gens puis que ça soit avantageux pour eux. C'est comme ça, nous, on manque jamais de vendeurs puis on a vraiment un flot constant de gens. Là, tu sais. Complètement. Bah, justement, j'allais te demander, mais ça répond en partie à la question, comment est-ce que tu vas sourcer justement bah, ces talents, ces vendeurs, ces hey players. Du coup, c'est principalement par la recommandation et le bouche à oreille du coup des vendeurs qui sont déjà actifs. Entre autres. Donc, moi, c'est sûr que j'ai eu la chance. Ben, la chance, j'ai travaillé pour, mais j'ai la chance d'avoir une très bonne communauté sur Instagram. Donc, ça aide pour recruter des vendeurs. Puis ensuite de ça, ben, on a un département de ressources humaines aussi, un petit département, mais on a un petit département de ressources humaines qui eux, font des manières traditionnelles, donc des publications d'emploi, etc., puis qui vont aller chercher du monde de cette manière-là. Donc, ça, c'est les deux manières. Et la troisième, qui est aussi une manière qui est très importante, ben oui, effectivement, c'est avec le bouche à oreille. Donc, c'est de donner la possibilité à tes meilleurs vendeurs qui font déjà plein d'argent, qui sont heureux, qui ont un purpose, qui sont fulfilled dans ton équipe, qui sont, comme on pourrait dire, high frequency, qui sont au maximum de leur énergie. Je veux dire, eux, là, ils vivent leur meilleure vie, ils ont peut-être transformé ou changé leur vie ou sauvé leur vie. Puis l'excitation que ces personnes-là ont, tu dois être capable de l'utiliser en levier pour qu'ils ramènent d'autres gens. Parce que c'est là où ce que ton levier le plus puissant pour jamais manquer de personnes dans ton équipe, c'est de prendre la personne et qu'elle prenne son chèque de paye de la semaine et qu'elle aille se promener avec ses amis dans sa Complètement. rue puis dire regarde, j'apprends ça, je me suis développé. Puis là, les personnes vont dire ah, depuis que tu as commencé là, tu n'es plus la même personne, tu t'es développé, tu as donc du succès. Puis ces personnes-là, ensuite de ça, ils ont juste à dire ben écoute, j'ai démarré là-dedans, ça a changé ma vie, telle personne a été mon mentor, mon coach, je fais ça chaque jour, viens voir qu'est-ce que c'est, puis on va regarder si peut-être ça ferait du sens que tu puisses commencer avec nous puis vivre la même affaire que moi. Donc oui, c'est la troisième source qui est la plus puissante puis qui va faire en sorte que ça va te ramener le meilleur monde. Ouais, mais carrément. C'est vrai que dans n'importe quel domaine, en fait, un bon produit, parce on peut appeler ça un bon produit, parce que toi, ton service, au final, c'est ton produit. On fait le parallèle. Ouais. C'est meilleur, c'est toujours la meilleure pub, en fait. Il faut se focus sur délivrer un bon service et tes clients, tes partenaires s'occuperont enfin, seront ta meilleure pub, en fait, quelque part. Donc, Mm. donc ouais, 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 complètement. Complètement, complètement. littéralement.
En termes de technique de vente, Charles, aujourd'hui, est-ce que tu aurais quelques tips, quelques hacks, quelques points activables, tu vois, enfin quelques conseils actionnables que tu aurais à transmettre au niveau de la vente, au niveau du closing? Peut-être que tu as même une méthodologie, un framework que tu utilises, je ne sais pas, de ce côté-là. 100%. 100%, c'est sûr que la vente, c'est très large. On pourrait en parler pendant 100 heures sur le podcast. Mais je pense que c'est assez intéressant parce que ce qu'on a vu beaucoup dans les dernières années dans l'industrie de la vente, c'est des tactiques, des, comment dire, des techniques, des tactiques, des dis ça, réponds de telle manière à la réponse d'objection. Puis, euh, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est éphémère dans la vente. C'est quelque chose qui est important. Euh, je veux dire, il faut que tu comprennes les tonalités et toutes ces choses-là. Je pense que effectivement, ça va faire un bon vendeur. Mais la meilleure chose que je peux dire par rapport à la vente, puis ce que nous, on essaie de transmettre à nos équipes, puis qui va faire en sorte que, oui, ils vont vendre, puis ils vont être performants, mais le secret dans une équipe de vente, là, OK, là, c'est comment que tu fais pour avoir la rétention. C'est la rétention qui est importante. Parce que, oui, tu peux avoir un vendeur qui est là pendant 6 mois puis qui bat des records, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir un vendeur qui va rester pendant des années avec toi, qui va en faire une carrière, qui va même aller transmettre ça puis qui va aller bâtir une équipe? C'est vraiment là que tu vas chercher du levier pour aller faire des chiffres incroyables sans mettre trop de travail. Et pour être capable de faire ça, il faut que les vendeurs se sentent bien dans qu'est-ce qu'ils font. Il faut qu'ils se sentent bien dans leur travail. Donc, le fondamental de tout vendeur ou d'une bonne équipe et d'une culture de vente, c'est de comprendre au plus profond de soi c'est quoi la vente. Parce qu'après ça, si tu pars pas avec la bonne approche, la bonne prémisse, peu importe les techniques que tu mets, les manigances, les réponses d'objection, c'est tout le temps quelque chose qui va faire en sorte qu'à un moment donné, les gens vont pas se sentir à l'aise puis qu'ils vont vouloir sortir de ça parce qu'ils sentent qu'ils sont les méchants puis qu'ils vont prendre puis qu'ils mettent de la pression. Donc, je pense que c'est vraiment de faire comprendre à son équipe que fondamentalement, ce que c'est la vente, là, c'est de scruter les besoins d'une personne, d'aller voir exactement c'est quoi ses objectifs, puis d'aller l'accompagner à enlever toutes les pensées limitantes, puis les choses qui les bloquent, puis les peurs, puis les questions de cette personne-là, pour l'accompagner à aller prendre les bonnes décisions. Donc, ça, c'est la chose qu'il faut faire comprendre à ses vendeurs le plus vite possible, c'est que tu es là pour faire prendre la bonne décision aux gens, puis qu'au final, va être positif pour elles. Donc, il faut que tu trouves c'est quoi tous ces facteurs-là. Donc, tu es comme un problem solver. Donc, on parle beaucoup de ça dans ma compagnie. Par exemple, je peux parler anglais sur certains termes des Vas-y, fois, ça ne vas-y, dérange vas-y. pas? Avec grand OK. plaisir. Je sais qu'en France, vous avez les termes anglais aussi des fois. Mais ce qu'on voit beaucoup en vente, c'est des product pushers, donc des pousseurs de produits. Puis ça, c'est les pires vendeurs. Donc, tu sais, le classique vendeur. Nous, ce qu'on apprend à nos vendeurs, c'est d'être des problem solvers, donc des régleurs de problèmes. Donc, en faisant cette approche-là, ça fait en sorte que nos vendeurs, quand ils arrivent chez les gens, ils sont pas là en train de parler, pousser leurs produits, coûte que coûte. Ils vont vraiment essayer d'aller comprendre la personne, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les problèmes, puis vraiment aller gagner la confiance pour être capable de s'établir comme une personne qui va aller l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que la vente, c'est pas de trouver à avoir ce qu'on veut, c'est de trouver à chercher ce que les autres veulent et ont besoin, puis de trouver une solution logique pour leur rapporter ça de la bonne manière. Et en faisant ça, être capable de nous avoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire des clients, des chèques de commission, de l'argent, etc. Donc, je pense que c'est vraiment de mettre l'humain devant soi en priorité, puis de se dire qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour faire le meilleur pour la personne, puis trouver un win-win. La vente, c'est supposé être un win-win. Donc, du moment que quelqu'un essaye de créer un win-lose ou qui arrive dans une interaction de vente en passant à lui, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il mérite, comment il devrait être traité, c'est d'être capable de dire, OK, mon but dans ma rencontre de vente en ce moment,
c'est de trouver le plus rapidement possible ce que cette personne-là veut, puis de faire toute l'interaction dans mon possible pour y donner qu'est-ce qu'elle veut puis qu'est-ce qu'elle recherche pour être capable, suite à ça, de moi avoir qu'est-ce que je veux aller. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on parle moins dans la vente, mais qui est le pilier puis le fondamental. Et si ça, c'est pas là, les tactiques, les techniques, les tonalités, les réponses d'objection qu'on vient rajouter par-dessus, ça fonctionnera pas parce que les vendeurs vont avoir, ça fonctionnera pas dans leur âme. Puis si l'âme est pas alignée sur la bonne chose, ben là, c'est là que tu as des vendeurs qui performent plus et qui sont plus excités. Puis c'est ça. L'autre chose, c'est de garder l'excitation aussi dans son équipe de vente. Donc, que ce soit avec des challenges, que ce soit avec des défis, que ce soit aussi de partager des succès clients, mais à ses vendeurs. Donc ça, c'est le dernier point. C'est que il y a beaucoup de gens qui partagent les succès clients pour aller chercher des clients. On voit ça tout le temps maintenant en ligne. C'est des case studies, des témoignages, et là, tu vas aller chercher des clients avec ça. Mais ce que les gens oublient beaucoup, c'est que tes témoignages, les personnes principales qui devraient les entendre et les voir, c'est tes vendeurs. C'est ça qui est le plus important. À chaque matin, tu devrais lire un témoignage, partager une histoire de succès client à tes vendeurs. Parce que c'est ça qui nourrit leur âme, puis qui les fait sentir comme qu'ils sont à la bonne place, puis qui ont un purpose, puis qui travaillent vers quelque chose qui est positif, puis qui fait gagner tout le monde autour d'eux autres. Sinon, ils vont tout le temps se sentir qu'ils sont les personnes qui vont extraire de l'argent des gens, puis ça devient éphémère, puis ça amène des problèmes. Franchement, tu as vraiment partagé des pépites, des vrais masterclass. Je te rejoins sur tous les points que tu as soulignés. C'est vrai que c'est super important que les gens, tes vendeurs, soient en phase avec le produit que tu vends. Euh, tu Ouais, sais, on l'a déjà vu. T'es pas aligné à vendre de la merde, concrètement, si on dit les choses. Donc ça, ouais, c'est la première chose. La deuxième chose que tu disais, que l'énergie est contagieuse, ça, c'est très vrai. Et je pense que ouais, c'est une dynamique, en fait, la vente, et ça se transmet. Euh, c'est très vrai ce que tu disais sur le fait que au final, tu es là pour résoudre des problèmes. Et donc, tu sais, on dit souvent, nous, par chez nous, que la vente, c'est pas un combat, mais en réalité, c'est une danse. Parce que tu n'es pas là ouais, pour imposer tes choix sur la table, tu es là pour faire prendre une décision. Et donc, du coup, au final, comme tu dis, traitement des objections, closing, etc., en fait, ça, c'est juste la finalité. La vente, en réalité, elle se passe avant. Et un bon ouais, vendeur est une personne qui écoute et tout simplement 100%. qui fait preuve d'empathie envers la personne qui est là, parce qu'en réalité, les prospects en face, les potentiels acheteurs, potentiels clients, ils s'en foutent en fait de ton offre. Ce qu'ils veulent, eux, c'est une solution à leur problème. Alors oui, ton offre peut être une solution à leur problème, mais c'est deux perceptions différentes, et ça, faut bien le comprendre. Tellement, tellement, ouais. Les gens se foutent de toi complètement. Complètement, ouais. Puis c'est pour ça qu'il faut chercher à comprendre avant d'être compris. Puis je pense que puis ça, c'est pas juste dans la vente, c'est dans les relations personnelles aussi, puis tu sais, que ce soit avec des amis ou en couple. Si tu cherches tout le temps à avoir ce que tu veux puis te faire comprendre, mais que tu te fous tout le temps des gens autour de toi, puis ou peut-être que tu t'en fous pas, mais c'est le feeling que tu leur donnes, tu seras jamais capable d'avoir ce que tu veux dans la vie. Tu sais. Puis là, on va au-delà de la vente, on va dans l'influence et la persuasion. Donc, le fondamental de l'influence et de la persuasion, c'est, c'est premièrement de comprendre avant d'être compris, mais c'est surtout de faire sentir les gens comme quoi qu'ils sont compris et que tu as le désir de les comprendre. Et suite à ça, tu vas voir qu'ils vont s'ouvrir puis qu'ils vont descendre toute résistance de vente possible. Et là, c'est comme si c'était un canal, un accès privilégié à sa tête, à ses décisions, à qu'est-ce qu'il veut faire, parce que tu as pris le temps d'aller l'écouter puis d'être là pour lui puis de t'assurer que tu avais compris c'était quoi sa réalité. Et ça crée une genre de relation puis quasiment une relation d'intimité avec la personne, tu sais. Parce que souvent, un bon vendeur va être capable de faire dire puis d'aller dans des conversations et des raccoins de conversation avec un client potentiel ou un client actuel que cette personne-là ne serait même pas allée avec ses amis, sa famille, sa copine ou 100%. son copain. T'sais, donc, ça te donne une idée à quel point il y a une intimité, puis une relation, puis un bonding qui peut se créer. Donc oui, ça, c'est super intéressant de ce côté-là. Carrément, carrément, carrément. En tout cas, tu nous as partagé vraiment des pépites au niveau de la vente.
Euh, Aujourd'hui, toi, Charles, qui est principalement business en ligne, enfin, je veux dire business physique, euh, Oui. quels sont, selon toi, enfin, déjà, toi, est-ce que tu as, pour vocation à te digitaliser? Je sais que par exemple, Fabrice, typiquement, je sais pas si tu côtoies tout, enfin, j'imagine que oui, mais c'est typiquement, en fait, vous faites les mêmes business. Il y a une partie, lui, où c'est digitalisé. Toi, c'est en physique, en fait, quelque part. Si je dis pas de Oui. bêtises, du coup. Ouais. Tu Un peu confirmes? le même principe, mais ouais, 100%. Ouais. Vous travaillez pas ensemble, d'ailleurs, par hasard? Ben, on a travaillé, ben, c'est ça, Fabrice, on a un background dans le réseau, justement. Donc, Fabrice était dans mes équipes à ce moment-là. On avait une très belle relation. J'ai eu le privilège de le mentorer, de l'introduire à la business, de le coacher. Puis, suite à ça, oui, on s'est suivi dans d'autres projets. C'était vraiment intéressant. Puis, dans le projet que j'ai actuellement, Fabrice a participé aussi dans les débuts. Il était là. Donc, on a travaillé ensemble pendant un petit bout. Puis, éventuellement, ben, lui avait plus la vision, oui, effectivement, de faire ça en ligne qui a fini à être une très belle vision aussi. Puis je suis vraiment fier de lui pour ça. Puis je suis content pour lui. Lui il est allé dans le en ligne. Moi, c'est quelque chose que l'en ligne, j'ai jamais été fermé. C'est juste que on est vraiment allé se spécialiser dans un certain type d'entreprise puis une manière de vendre, nous, ici au Québec. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est le point faible de beaucoup de compagnies au Québec aussi. Donc, moi, j'ai décidé d'aller doubler là-dessus. Puis lui, il était vraiment plus aligné avec l'en ligne. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu une petite disparité là, de pensée. Puis lui, il est parti plus dans l'en ligne. Moi, j'ai resté plus dans le physique. Mais oui, c'est un concept qui est vraiment intéressant. Puis du côté du en ligne, ben, c'est quelque chose qu'on a un petit peu, très peu aussi. Euh, mais qui est là, qui est en place, puis que oui, on est ouvert à explorer, mais des fois, il faut savoir focuser sur ses forces. C'est Puis vrai. C'est vrai. la partie, par contre, qu'on amène en ligne, c'est surtout notre partie de consultation. Donc, dans la compagnie, on a une division de consultation où ce qu'on va soit faire du done with you au lieu de du done for you. Donc, en fait, c'est que Ok. on va le bâtir avec toi, donc pas nécessairement le faire pour toi. Puis, on offre aussi du coaching, puis on offre aussi de la consultation pour les gens vraiment que leur équipe de vente, c'est leur faiblesse. Puis, souvent, c'est tellement un bon investissement pour eux parce que, comme j'ai dit, une compagnie qui a une bonne réputation, des bons leads, puis qui a un bon service, d'aller améliorer la performance de son équipe de vente va faire en sorte qu'ils vont tripler leurs revenus. Hmm. C'est la Complètement. dernière partie, c'est les ventes. Donc, même si tu as la meilleure réputation, le meilleur service, le meilleur marketing, et que tu as, par exemple, 100 leads, l'équipe de vente qui va en closer 66 au lieu de 33 va te faire le double des revenus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait en ligne, puis qu'on peut faire pour des compagnies partout à travers le monde. Mais pour l'instant, nos clients sont majoritairement au Québec, mais on peut faire ça un petit peu partout. Oui, fait que, ça serait plus là-dedans que j'irais dans le en ligne. Mais pour notre offre fondamentale, on va rester en physique pour l'instant. Ok, ok, je vois. D'ailleurs, en parlant de ton offre, c'est vrai que je t'ai pas posé la question au début. Du coup, donc j'ai bien compris le concept entre le conseil, l'accompagnement, le done with you, et donc du coup le done for you, le fait que tu viens implémenter des pôles de vente chez tes clients. Euh, Ouais. Ces offres-là, elles se structurent comment, on va dire, chez toi, que ce soit en termes de tarification par exemple, ou que ce soit en termes même de temporalité. Comment est-ce que tu structures ça toi aujourd'hui? J'imagine que c'est du à étiquette. Ouais, c'est ça. Ben, effectivement. Donc, nous, on vend pour des entreprises qui vont faire de la vente physique. Donc, que ce soit dans le domaine des services résidentiels, ça peut être dans le domaine aussi là, de la télécom, ça peut être dans le domaine des assurances, etc. Donc, peu importe. Puis, nous, en fait, la manière qu'on structure notre offre, c'est que pour la partie done for you, en fait, c'est que nous, on a des vendeurs qui sont coachés à l'interne avec notre structure qu'on gère. Puis, il faut voir un peu ça comme une agence tu sais, les agences de marketing, c'est vraiment été populaire dans les dernières années. Donc, les SMMA, là, tu sais, comme on Mhm. connaît si bien, les agences, où tu vas chercher des clients, en fait, puis tu leur dis, écoute, je vais faire le marketing pour toi et je vais te charger soit un retainer ou un montant du lead, etc. Puis je vais t'amener des leads. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Puis nous, nos meilleurs clients, c'est justement des personnes qui font déjà affaire avec des agences de marketing parce qu'ils ont déjà ces leads-là. Puis ils ont déjà ce flow de personnes qui ont de l'intérêt envers leurs produits. Là où c'est plus compliqué, c'est même si une compagnie paye une agence marketing 5 000 par mois pour avoir les meilleurs leads,
Si elle n'est pas capable d'avoir des vendeurs qui sont performants, qui convertissent ces gens-là, qui convertissent les clients de manière bien faite aussi, pas juste amener un client qui va se faire rembourser, là. Amener un client qui est là, qui est content, qui est sûr de lui. Puis ensuite de ça, si les entreprises ne sont pas capables d'aller chercher plus de vendeurs, puis de les gérer, puis de prendre le temps, puis de s'assurer qu'ils soient tout le temps meilleurs, puis qu'ils restent, puis qu'il y ait une rétention, ben ce qui se passe, c'est que les leads, ils les payent pour rien. Donc, ils se ramassent à payer de l'argent, puis à aller chercher plein d'attractions qui ne sont pas capables de convertir en vrais clients, puis en vrai argent. Donc, nous, c'est là qu'on arrive à ce moment-là. Et nous, on vient leur dire, écoute, on a déjà des vendeurs, nous, qui sont formés, prêts, OK, et qu'on peut venir intégrer de manière simple parce qu'on prend souvent des clients dans les mêmes industries aussi. Donc, on connaît leur réalité déjà. Il y a de nos vendeurs, même si c'est un service différent, qui connaît leur approche puis qui connaît comment ça fonctionne. Puis on leur dit, les leads maintenant vont être pris par ces personnes-là qui vont aller générer des ventes pour toi. Puis nous, de cette manière-là, ben, on va prendre un pourcentage de ces ventes-là qui va rester pour nous comme compagnie. Puis il y a un pourcentage de cette commission-là qui va être redistribué aussi aux vendeurs. Bien sûr. Puis c'est ça. Puis cette agence-là vend aussi pour mes propres compagnies des fois en arrière. Donc, mes autres compagnies, en fait, je vais prendre de mes vendeurs de cette agence-là pour qu'ils pourraient aller vendre pour mes propres compagnies en arrière. Donc, c'est ça qui fait un beau cercle d'affaires, en fait, là où on est capable de Ouais, générer de la belle business. complètement, complètement. Ça m'intéresse de voir un petit peu comment ça se passe dans les business physiques pour te dire un petit peu, nous, comment ça fonctionne dans les business en ligne. Souvent, quand tu viens implémenter un pôle, ou du moins quand tu délègues, par exemple, si moi je serais ton client et que tu voudrais implémenter chez moi eh bien, un pôle sales, bien Ouais. souvent, ce qui se pratique, c'est 15, 18, 20%. Justement du coup qui est donné entre le head of sales et donc du coup redistribué au Ouais. closer. Souvent, c'est 18%, voilà ce qui se pratique un petit peu. Euh, Chez vous, est-ce que c'est des choses un petit peu similaires en termes de chiffres ou pas du tout? Euh, c'est un petit peu différent parce que en fait, ça va être un petit peu plus. Donc, nous, on va aller souvent là, ce que nos clients acceptent aussi là, c'est que on va souvent aller augmenter leur prix un petit peu. Mhm. Donc, ça, c'est dans quelque chose qui est justifiable. Mais de toute façon, on a des clients qu'on est comme, tu vends beaucoup, tu vends pas assez cher. Et là, il y a vraiment un beau jeu. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment sélectif sur les clients qu'on prend puis pour qui qu'on vend parce que il faut qu'il y ait comme cette marge-là qui est intéressante. T'sais. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas prendre n'importe qui. On filtre grandement nos clients. Mais quand on trouve un bon client, on est capable d'aller chercher une marge en augmentant un petit peu ses prix. Puis au final, les clients, ça ne leur dérange pas parce que euh, on s'assure tout le temps que c'est une personne qui a un bon service et une bonne réputation. Puis nos vendeurs ont tellement une approche qui est positive et qui amène de la valeur que les clients vont jamais se rendre compte de ça. Puis ils vont être même willing de payer un petit premium de plus pour avoir ce bon service-là. Puis de l'autre côté, on va aussi aller chercher un pourcentage de marge dans le profit qu'ils faisaient déjà de leur côté. Puis ça, c'est juste normal parce que quand on le fait done for you, ils mettent pas d'argent, ils déboursent pas d'argent là au début. Donc, nous, en échange de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on, sur chaque vente qu'on va aller générer, qui est du chiffre d'affaires, qu'il n'y a même pas à s'en occuper, en fait, là, puis qu'il n'y a rien fait pour, ben c'est sûr que là, nous, on va manger un petit pourcentage de ce profit-là à ce moment-là, puis qu'on est capable de le redistribuer à nos équipes là, de manière intelligente. Là. Complètement, ça a du sens, hein. Ça a du sens. Et il y a un truc sur lequel je rebondis qui est très très vrai. Euh, la plupart c'est vrai que le truc qui fait passer aussi une compagnie à un next level, c'est le fait du coup d'avoir des killers, des A-players. Et Ouais. tu sais, bien souvent, on néglige justement ça et on se dit que justement des B-players, ça nous coûte moins cher, mais c'est une fausse économie en réalité. Parce que Ben ouais, ben oui, oui. tu les payes moins cher, mais tu le payes en fait dans les résultats que tu as. Donc aujourd'hui, il vaut mieux investir, et c'est un investissement, investir dans des A-players qui seront là sur du long terme euh, et qui vont justement booster, doubler, tripler ton chiffre d'affaires plutôt que de vouloir faire des fausses économies à travers des B-players et donc du coup se ramasser la tête, Tellement, comme on dit. tellement, tellement. Des fois, les gens, ils ont l'illusion que pour scaler leur compagnie ou leur équipe de vente, il faut plus de vendeurs. Mais c'est au contraire, tu sais.
on s'est déjà rendu à un stade dans notre business qu'on avait ce que j'appelle une équipe obèse de basse performance. OK? Donc, tu veux jamais une équipe obèse de basse performance. Tu veux jamais avoir 5, 10, 15 vendeurs qui font tout pas tant d'argent, qui sont pauvres, qui te demandent tout le temps des avances de paye, puis qui sont des losers, en fait, des losers, OK? Qui sont des perdants, OK? Parce que, oui, il y a le principe des A, puis des B, puis des C players. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais je pense que, comme Donald Trump a dit là, qu'il y a juste deux sexes, moi, je pense qu'il y a juste deux races de vendeurs. Il y a les perdants, puis il y a les gagnants, tu sais. Puis, ce qui se passe, c'est que les gagnants haïssent les perdants, puis les perdants, ils ont besoin des gagnants pour en devenir un. Donc, je pense que c'est ça. Ce qui est important, en fait, c'est d'élever les standards de ces vendeurs, puis de s'assurer que tu n'as pas une grosse équipe obèse non performante, mais que tu gardes une équipe qui est lean, donc qui est maigre, mais qui a énormément de performance. Donc, ça passe par des principes comme euh, euh, mettre fréquemment les personnes qui ralentissent le reste de l'équipe dehors, donc les pommes pourrites, comme on les appelle, que ce soit en termes de mindset ou de pensée limitante ou de ne pas être sérieux, de ne pas mettre de l'action. Surtout que nous, dans une business physique, on a un bureau, les gens se rencontrent en personne. Donc, c'est différent que vous en ligne, tu sais. Donc, en ligne, par exemple, si tu as un vendeur qui végète toute la journée et qui fait rien, ça va pas nécessairement affecter la performance des autres parce que c'est un petit peu plus en ligne, je dirais. Il n'y a pas cette comme d'énergie-là. Nous, il faut comprendre qu'on a des bureaux, puis à chaque matin, il y a plusieurs de nos vendeurs qui vont se rencontrer dans ces bureaux-là, puis qui vont se revoir dans la journée, puis qui vont se croiser sur le terrain, puis qui vont revenir le soir. Donc, le moindrement que tu as une personne qui est négative, avec une mauvaise énergie, qui n'est pas alignée, qui est pas dans un principe d'intensité, puis qui veut aller accomplir des choses, ben là, cette personne-là, une personne comme ça, peut descendre la productivité d'une équipe au complet de 20, 30, 40. Donc, c'est d'être assez intelligent pour les voir, ces personnes-là, puis de les retirer rapidement, puis de tout le temps couper les gens qui ont une mauvaise énergie puis une basse performance pour s'assurer que les gagnants restent avec des gagnants, puis que les perdants, ben, soit ils vont rechercher l'énergie des gagnants, ou ils vont devoir s'en aller. Mm, mm. Ouais, les pommes pourries, il faut les enlever le plus rapidement possible, hein. Complètement. Tellement, tellement. Vite, vite. Puis des fois, ça fait mal. Tu veux pas mettre des vendeurs dehors. Tu te dis, ah, des revenus, du potentiel, j'en trouverai pas d'autres. Mais cette pensée-là fait en sorte qu'au final, tu vas tout perdre ton équipe de vente. Puis tu vas Ouais, je suis perdre, puis tu d'accord. n'auras plus de revenus, puis ton cash flow va être. Donc, tu n'as pas le choix d'avoir. Il faut que tu sois très stoïque et rationnel de dire j'entends des mauvais échos, les chiffres sont pas là, les performances sont pas là, il respecte pas les processus, la culture, justement, il fait pas ce qu'il y a à faire. Je dois avoir premièrement une discussion avec lui, puis si ça change pas, rapidement sortir cette personne de l'équipe-là. Puis ensuite de dire au reste de l'équipe, hey, écoutez, euh, Jonathan, là, par exemple, on a dû le sortir de l'équipe. Puis tu le dis devant tout le monde. On a dû sortir Jonathan de l'équipe. Puis la raison pour ça, c'est que Jonathan, il n'était pas aligné avec les valeurs. Il faisait pas les bonnes actions à chaque jour. Il travaillait pas pour la même vision que nous. Puis les performances n'étaient pas là. Puis ce qu'on leur dit à l'équipe, c'est pas parce qu'on l'aime pas, puis qu'on est négatif, puis on sait que vous l'aimiez, puis peut-être vous trouvez ça triste qu'il parte, mais on l'a fait pour votre bien. Parce que au niveau spirituel et subconscient, avec connaissance de cause, on sait que cette personne-là était en train de vous ralentir. Donc, on vous a rendu service, puis on a retiré ça. Puis souvent, je vais dire à mes équipes aussi, je vous apprécie tous, je vous aime. Il y en a qui font des dizaines de milliers de dollars par mois avec nous. Mais si un jour vous tombez dans cette énergie-là et que je ou on vous tend la main avec mon leadership pour vous ressortir de là et pour vous aider, mais que vous prenez pas notre main puis que vous restez dans cette basse énergie-là, j'ai dit on n'aura pas le choix de nous sortir, de vous sortir nous aussi. Et là, ça vient créer, comme on parlait de la culture d'équipe un petit peu plus tôt, une culture d'équipe où les gens veulent tout le temps être à leur meilleur, puis tout le temps être à leur peak performance qu'on appelle. Puis ça fait en sorte que tu as une culture de gens qui gagnent, puis les gens qui gagnent font en sorte que ta business gagne, tes clients gagnent, puis tout le monde gagne dans ta compagnie. Tu sais, donc. Ouais, complètement, complètement. En fait, c'est comme une équipe de foot, hein. En réalité, quand on voit, voilà, l'équipe, c'est comme une famille, tout le monde s'entend bien et tout, mais t'es mauvais, bah tu vas sur le banc parce que tu peux pas tirer vers le bas, tu vois, toute l'équipe parce que
Aujourd'hui, t'es pas bien, tu es dans un mauvais jour où tu plombes le moral de l'équipe ou les performances de l'équipe. Et c'est exactement le même principe, quoi. Mm. Vraiment. Et personne n'est Vraiment. irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. C'est Donc, vrai. Bon point. mm, mm. Bah Ouais, écoute, ben ça merci. aussi, ça aussi, être remplaçable, c'est quelque chose que, tu sais, des fois, c'est un peu comme en couple, hein. Des fois, tu es dans une relation avec une femme, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est la femme de ma vie, je l'aime, j'en trouverai pas d'autre. Et tu sais, là, on a travaillé, on a bâti de quoi, puis là, tu vas rester dans quelque chose qui est toxique, qui est pas positif, que tu le sais que cette personne-là, elle te rend pas heureux vraiment au final, puis parce que tu veux pas la perdre. Puis souvent, c'est quand que tu vas let go, puis tu vas avoir un laisser-aller à cette personne-là, que là, ta vie va s'améliorer, puis finalement, tu vas rencontrer la bonne personne. C'est la même affaire pour les vendeurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à la performance. Puis il faut comprendre que si tu as une bonne culture et une bonne structure, tu peux rendre n'importe qui performant. Puis il faut que tu sois capable de faire la décision difficile, puis de laisser tomber des gens, puis de dire je laisse tomber peut-être personne de grosse performance, mais c'est pas grave, c'est pour le mieux, tu sais, puis de pas être C'est attaché pour à le mieux. ça. Ouais. Ouais, complètement, complètement, complètement. Charles, on va finir avec peut-être tes objectifs pour cette année 2025. Où est-ce que, du coup, on te retrouve au sommet? Quels sont les objectifs de Charles de ce côté-là? Les objectifs, ben écoutez, c'est de continuer à être là pour nos clients, de continuer à créer des histoires à succès à travers nos équipes. Je pense que c'est ça qui me donne le plus de fuel, qui m'excite. Continuer aussi de recruter des nouvelles personnes qui veulent changer leur vie à travers la vente. Puis de l'autre côté aussi, si je te dis au niveau personnel, ben là, on va commencer. Justement, j'ai ouvert une nouvelle page récemment, donc J'ai vu ça, ouais. j'avance vers le brand personnel. Là, à ce que j'ai tellement de contenu qui a été filmé là, dans les dernières années de plein de trucs. Puis j'avais pas vraiment le temps, j'étais vraiment focus. C'est beaucoup de travail, bâtir une business, des processus, des structures, engager des employés, gérer ça, mais là, je suis rendu à un stade que je suis prêt à partager du contenu de développement personnel, d'entrepreneuriat, comme un peu un podcast qu'on fait là. Puis j'ai tellement de contenu, donc on est en train de le faire éditer et de poster ça. Donc si jamais il y a des gens qui veulent aller me suivre là-dessus aussi, j'ai rien à vendre pour l'instant, j'ai pas d'objectif avec ça. Je veux juste partager de la valeur, créer une petite communauté, être capable d'échanger avec des gens qui ont aussi des bons points à apporter, puis voir un petit peu où ce que ça va me mener. Donc, personnellement, ça, c'est l'objectif pour 2025, en plus de continuer à scale mes compagnies de l'autre côté. Là. Fait que, Eh ben, c'est tout le succès qu'on te souhaite, en tout cas, Charles. Où est-ce qu'on peut te retrouver exactement, du coup, ton Instagram, par exemple, on le mettra en bio pour les gens qui veulent ouais, te retrouver là-bas. C'est Charles, Charles Sirène tout attaché, si je dis pas de bêtises. ouais. Charles Sirène Grimard, tout attaché. Donc, sinon sur TikTok aussi. Donc, Ouais. Eh ben, on mettra tes réseaux juste en dessous. En tout cas, allez le FIV, c'est vraiment un killer en vente pour l'avoir vu à l'action. Franchement, c'est une bête, il est très très bon. Donc voilà, il fait ça comme un dieu. En tout cas, merci beaucoup Charles pour ton temps. Tu nous as partagé vraiment beaucoup de valeur. Et puis, bah, en tout cas, hâte de pouvoir peut-être te rendre visite au Québec, un de ces quatre. Et puis, t'es le bienvenu, Evan. en tout cas, merci beaucoup. J'adore connecter avec des entrepreneurs à succès comme toi qui bâtissent des trucs complètement incroyables. Puis félicitations pour ton podcast aussi. Merci pour l'invitation. C'est vraiment cool, c'est professionnel. J'adore. Merci beaucoup Charles. Allez, ciao ciao. Salut.